Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première d'informatique, mais aussi en fait de maths. Alors c'est parti. Pour chacune des suites ci-dessous, écrire un algorithme qui calcule le terme de rang n. Et ensuite donc nous avons trois questions. Question petit a, calculer les termes de la suite u définie par u0 égale 2, et pour tout n appartenant à n, un plus 1 égale 2un-3, et nous avons ainsi deux autres suites. Alors comme il s'agit d'informatique, nous allons écrire en fait non pas juste un algorithme, mais nous allons écrire le programme, un langage Python qui permet de calculer les termes de ces suites. Et donc on va passer sur le logiciel Python. Alors il existe plein de logiciels pour programmer en Python. Celui que j'utilise, ça s'appelle PyCharm, ça s'écrit P-Y-C-H-A-R-M. Vous pouvez chercher sur Google, télécharger. Alors il y a une édition pro, mais vous prenez l'édition gratuite qui s'appelle Community Edition et ça fonctionne parfaitement bien. Il faudra que vous regardiez un petit tuto pour voir comment l'installer la première fois, mais après ça fonctionne très bien. Sinon vous prenez n'importe quel éditeur, fera l'affaire. Donc ici on nous a demandé de programmer les algorithmes pour chacune des suites. Donc en fait on va définir des fonctions, une fonction pour la suite U, une fonction pour la suite V et une fonction pour la suite W. Alors en Python, pour définir une fonction, ça commence par le mot-clé def. Donc on écrit def, et là ensuite il faut donner le nom de la fonction. Donc le premier on va l'appeler terme, par exemple underscore U. Donc terme de la suite U. Et évidemment, il faut réfléchir aux paramètres qui seront entre parenthèses. La fin de la ligne doit obligatoirement comporter deux points. Alors, entre ces parenthèses, on doit indiquer le ou les paramètres de la fonction. Alors comment ça marche ? La fonction, elle va effectuer des calculs. Et à la fin des calculs, elle va renvoyer un résultat. Donc ça, on va le voir après à l'intérieur de la fonction. Le truc, c'est que parfois, les calculs vont dépendre de certaines données. Par exemple, si je vous demande de calculer U3, ça ne va pas être la même chose que si je vous demande de calculer U5. Donc vous voyez, l'information du 3 ou du 5, c'est-à-dire du petit n du terme un qu'il s'agit de calculer, vous voyez, c'est une information importante. Et de cette information vont dépendre les calculs. Si je vous demande U3, ça ne va pas être la même suite de calculs que si je vous demande U5. Donc en fait, vous devez identifier les paramètres de votre fonction. Et ici, évidemment, quand on veut calculer le terme de la suite un, alors j'avais oublié le R, le logiciel lui s'en moque bien évidemment puisque c'est juste le nom de la fonction. Quand on veut calculer un terme de la suite un, on doit indiquer le rang de la suite pour lequel on doit calculer ce terme. Alors ensuite, une fonction, comment ça fonctionne? Vous allez à la ligne. Alors ici, le logiciel, vous avez vu, décale automatiquement le curseur. En fait, quand vous écrivez un programme Python, vous définissez une fonction. Le contenu de la fonction doit être décalé, comme ça, de 4 espaces vers la droite. C'est ce qui marque dans Python le fait que, attention, ça appartient à la fonction qui a été définie ci-dessus. Comment va-t-on procéder? Eh bien d'abord, il faut définir U0 en fait. Donc on va définir U0, et ce U0, on va tout simplement l'appeler U. On va dire que donc U égale 2, puisqu'ici on nous a dit que U0 valait 2. U égale 2, très bien. Alors pour que ce soit plus lisible, on peut laisser un petit espace comme ça. U égale 2, et ensuite on doit calculer UN avec le N qui nous a été indiqué dans les paramètres de la fonction. Alors vous voyez dans l'énoncé que la suite U, en fait, elle est définie à l'aide d'une formule de récurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour calculer le terme d'après, on a besoin de connaître le terme d'avant. Et donc en fait, le programme, vous devez l'imaginer comme si c'était vous qui deviez calculer. Par exemple, vous, si vous avez besoin de calculer, vous allez faire quoi? Vous allez prendre le U0, à partir du U0 vous allez calculer U1, à partir de U1 vous allez calculer U2, à partir de U2 vous allez calculer U3, etc. jusqu'à arriver au terme qu'on vous a demandé. Et bien là, ça va être exactement la même chose. Ça va être la même chose, et on va utiliser ce qu'on appelle une boucle for. Alors, on va utiliser la boucle for. La boucle for, comment ça fonctionne? On doit d'abord mettre for et ensuite un nom de variable. Donc ici, je l'ai appelé i. C'est l'espèce de compteur en fait qui va comptabiliser où on en est dans la boucle for. For i, et par exemple, on va utiliser in range. Alors la fonction range, comment ça fonctionne? Si j'écris range parenthèse 12,
ça veut dire que le i va prendre les valeurs depuis 0 jusqu'à 11. Donc en fait, il va prendre 12 valeurs, mais en commençant à 0, donc ça va aller de 0 jusqu'à 11. D'accord? Donc si par exemple j'écris for i in range 1, ça va aller de 0 à 0, c'est-à-dire ça va effectuer le calcul qu'une seule fois. Alors si on part de u0 égale 2 et qu'on utilise et qu'on va effectuer le calcul qu'une seule fois, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va se passer qu'on va obtenir u1. Donc en fait, on comprend comme ça que le chiffre qu'il faut mettre ici, si je mets 1 comme on vient de l'expliquer, on effectue une fois le calcul et ça va obtenir u1. Si je mets 3, ça veut dire que la boucle va s'effectuer 3 fois, on va effectuer 3 fois le calcul et donc on va obtenir u3. Donc quand on vous demande du coup de calculer un, puisqu'ici il y a indiqué n, quand on demande de calculer un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on doit mettre n. La variable petit i va commencer à 0 et aller jusqu'à n-1. Elle va prendre n valeurs différentes. Donc le calcul qu'on va mettre dans la boucle for va s'effectuer n fois. Et en partant de u0, si on effectue n fois le calcul, on obtient un. Hein, je rappelle, en partant de u0, si on fait 2 fois le calcul, première fois on obtient u1, deuxième fois on obtient u2. Si on fait 2 fois le calcul, on obtient u2. Donc si on fait n fois le calcul, on obtient un. Voilà, vous devez réfléchir comme ça par rapport à ce qu'on veut obtenir et par rapport à ce qui a été mis en paramètre. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans la fonction range pour que la boucle for s'effectue le bon nombre de fois pour obtenir le bon résultat. Voilà. Alors, l'instruction for à la fin, elle doit comporter 2 points. Et quand on va à la ligne, alors ça, il faut se méfier. Donc là, PyCharm, pourquoi il est bien? Parce qu'il vous indique s'il y a des erreurs. Quand on va à la ligne après une fonction, après une boucle, il vous met automatiquement le décalage. Dans certains éditeurs un peu basiques, eh bien, vous devez rajouter vous-même les 4 espaces. Donc il faut faire attention à ça. Et si dans un exercice on vous demande de le faire par écrit, ne pas oublier de bien décaler à chaque fois qu'il y a une fonction, à chaque fois qu'il y a une boucle for, une boucle while, etc. Donc for i in range n, on va effectuer le calcul. Eh bien, quel calcul on va faire? On va calculer le u d'après. Donc le u d'après, si on regarde la formule, c'est quoi? C'est 2 fois le u d'avant moins 3. Donc 2 fois u moins 3. Mais ce résultat, on va le stocker dans quoi? Eh bien, on va le stocker dans la même variable u. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'à chaque fois qu'on fait la boucle, la même variable u soit mise à jour. On ne va pas stocker les différents termes de la suite u dans différentes variables. On va le stocker à chaque fois qu'on fait une boucle dans la même variable. Pourquoi? Parce que la boucle d'après va réutiliser le terme d'avant. Je vais vous montrer après un moyen de bien comprendre ce système. Donc ici, il y a le calcul qu'on effectue dans la boucle for. Et on n'a que ce calcul-là à effectuer dans la boucle for. Donc on revient en arrière. Donc là, le curseur étant ici, on est sorti de la boucle for, mais on est toujours décalé par rapport au def. Donc on est toujours à l'intérieur de la fonction. Et une fois que tous les calculs ont été effectués, eh bien, la fonction doit restituer le résultat qu'on attend d'elle. Et donc ça s'appelle aussi retourner le résultat. Et donc on utilise l'instruction return. Return, et return quoi? Eh bien la valeur qu'on voulait, elle est contenue dans la variable u. Voilà, donc ça c'est la fonction. Et pour utiliser la fonction, il faut que en dehors du def, donc vous voyez le curseur est revenu complètement à gauche, en dehors du def, on va écrire que on va utiliser en fait cette fonction, et donc on va calculer par exemple le terme u5. Et donc maintenant, alors oui, on va calculer le terme u5, mais il va falloir également l'afficher. Donc on va faire un petit print terme u5. Voilà. Et donc là, j'exécute le programme, et qu'est-ce qu'on trouve? Donc ça nous a écrit ici moins 29. Donc vous pouvez vérifier ça sur votre calculatrice. On obtient bien la bonne valeur de u5. Alors on va retourner dans le tableau pour vous expliquer en fait comment comprendre ce qui s'est passé. Donc j'ai remis ici le programme et on va ensemble le décortiquer sur papier. Alors cette technique que je vais vous montrer, c'est très important parce que souvent c'est demandé dans les exercices notamment de la spécialité NSI, mais aussi dans la spécialité maths par exemple, on peut vous demander
ce que je vais faire maintenant pour demander d'expliquer en fait un algorithme. Alors, on va commencer par tracer un tableau. Alors, ce tableau, comment ça se passe? Donc en fait ici il y a deux lignes. Pourquoi? Parce qu'on a globalement deux variables dans notre fonction. On a la variable u et la variable i. Donc la première colonne, on va écrire, la première ligne pardon, on va écrire que c'est la variable i. Donc ici on va écrire toutes les valeurs successives de la variable i. Et ici on va écrire les valeurs de la variable u. Alors au début, quand on rentre dans le programme, il n'y a pas encore de variable i. Quand on rentre dans le programme, la variable u prend la valeur 2. Mais la variable i n'existe pas encore. Puis, on entre dans la boucle for. Et dans la boucle for, eh bien, on a dit i in range n. Ça veut dire i va prendre les valeurs de 0 jusqu'à n-1. Alors ici, on va faire l'exemple avec, admettons, terme u, parenthèse 5. Voilà. Comme si on calculait la valeur terme u de 5. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est u5. Alors comment on utilise ce tableau? Eh bien, on rentre dans la boucle for, et la boucle for, elle va de, on a dit, 0 jusqu'à 4 du coup. Donc les i vont prendre les valeurs, la variable i va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. Alors, on rentre dans la boucle for, la variable i a la valeur 0, et à cette ligne-là, on calcule une nouvelle valeur pour la variable u. Donc en fait, la machine effectue ce calcul-là, 2 fois u moins 3, mais quand on en est là, pour la machine u, ça vaut 2. Donc 2 fois u moins 3, ça fait 2 fois 2, 4, moins 3, 1. Donc après la ligne 4 du programme, la variable u contient la valeur 1. Puis on reboucle, puisque c'est la fin de la boucle for, mais on n'a pas fini la boucle for, donc on reboucle. C'est-à-dire i prend sa nouvelle valeur, i prend la valeur 1, et arrivé à la ligne 4, on effectue à nouveau le calcul. Le nouveau u, c'est 2 fois l'ancien u moins 3. Donc 2 fois l'ancien u, 2 fois 1, moins 3, 2 fois 1, 2, moins 3, moins 1. La boucle for se termine, la machine comprend qu'on n'a pas effectué toutes les valeurs possibles, donc ça reprend, et on arrive à nouveau à la ligne 4 où on fait à nouveau le calcul. Et donc le calcul c'est toujours le même. Le nouveau u, ça va être 2 fois l'ancien u, moins 3. Donc c'est toujours pareil. 2 fois moins 1, moins 2, moins 3, moins 5. Et ça continue, ça reboucle. Cette fois-ci, la valeur de i vaut 3. On continue à faire la boucle for. Arrivé à la ligne 4 du programme, on effectue le calcul. Le nouveau u, c'est 2 fois l'ancien u, moins 3. Donc 2 fois moins 5, moins 10, moins 3, moins 13. Et la boucle for n'est toujours pas terminée. I doit prendre maintenant la valeur 4. Et donc, on effectue la boucle for encore une fois. Et quand on arrive à la ligne 4, on doit calculer le nouveau u, qui est égal à 2 fois l'ancien u, toujours pareil, moins 3. Et donc 2 fois moins 13, moins 26, moins 3, ça nous fait moins 29. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le programme arrive à la fin de la boucle for, puisqu'ici celui-ci n'est pas décalé, donc fin de la boucle for. Le programme se dit, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait avec les i? Eh bien les i, on a fait le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, et on devait aller de 0 jusqu'à 4. Donc le programme se dit, ah oui, les i, en fait, on a déjà tout fait. Ok, dans ce cas-là, il ne fait plus rien de ce qui est dans la boucle for, et il passe automatiquement aux instructions d'après. Et les instructions d'après, il y en a une seule, le return, qui nous dit renvoie la valeur de la variable u. Donc le programme, qu'est-ce qu'il fait à ce niveau-là? Il prend la valeur qui est stockée dans la variable u et il nous la renvoie. Et donc quand on fait terme u de 5, on obtient moins 29. Voilà, donc c'est cette technique du tableau avec toutes les valeurs possibles de i. Donc il y a la colonne début et ensuite il y a par exemple la boucle for qui va jusqu'ici. Ça vous permet de comprendre en fait pas à pas ce que fait votre programme.
Et donc ça vous permet de comprendre comment fonctionne réellement le programme. Et donc ça vous permet de faire des programmes qui vont faire exactement ce dont on avait besoin. Voilà. Alors on va revenir dans Python. Alors nous revoici dans Python. Et puis au lieu d'afficher un seul terme, pour s'amuser un petit peu, on va en afficher par exemple 6. Les 6 premiers. Donc dans ce cas-là, en dehors de la fonction terme U, on va faire une petite boucle for j, en vérité on pourrait mettre i aussi, in range. Alors, on veut afficher de U0 jusqu'à 6, donc en fait on va écrire in range 7. Pourquoi? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, in range 7, la valeur de j va commencer à 0 et elle va aller jusqu'à 6. 7 moins 1, donc de 0 à 6. Donc on aura comme ça affiché les termes U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6. Et donc à chaque boucle, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit print de notre terme U, J du coup. Évidemment, il faut écrire UJ, puisque quand J vaut 0, on va afficher U0, quand J vaut 1, on va afficher U1, etc. pour avoir notre liste des termes de U0 jusqu'à U6. Et donc on va exécuter le programme. Voilà, donc on obtient ici la liste des termes. Et donc U0 vaut 2, U1 vaut 1, U2 vaut moins 1, etc. Et vous constatez, vous voyez dans la calculatrice NumWorks que effectivement ce sont les valeurs correctes. Donc notre programme fonctionne parfaitement bien. On va pouvoir passer à la suite V. Alors la suite V, comment ça se passe? Eh bien c'est très simple en fait. Maintenant qu'on a compris le principe pour écrire une fonction qui donne les termes d'une suite, on peut tout simplement copier notre code ici et coller. Alors on a fait un copier-coller, c'est super, mais évidemment il va falloir s'adapter, puisque là c'est plus la suite U, c'est la suite V. Donc déjà terme V, Vn. Ici on doit mettre V0 en fait, donc l'énoncé nous a dit V0 égale 1. Puis, alors, for i in range, donc ça va pas changer, c'est la même trame, mais par contre, il va falloir dire que le nouveau v, c'est égal à, et là, évidemment, il faut adapter également la formule, donc l'énoncé nous dit vn plus 1 égale moins vn, donc moins v, facteur de 3 moins vn. Donc ici, ça se traduit par la formule v égale moins v fois, parenthèse, 3 moins v. Et à la fin, évidemment, on doit renvoyer la valeur de V. Donc ici, à nouveau, pour la vérification, on va calculer les 7 premiers termes, donc de V0 jusqu'à V6. On n'oublie pas de changer ici le nom de la fonction. On exécute le programme, et ça nous donne ces valeurs-là. Et vous constatez, dans la calculatrice NumWorks, que on a bien les valeurs correctes successives de notre suite Vn. V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6. On peut maintenant passer à la suite W, donc même principe, on va faire un petit copier-coller. Alors les copier-coller, bien sûr, c'est génial, mais il ne faut pas oublier de adapter ce qu'on vient de coller. Donc ici, c'est la suite W. W0, ça vaut 0,5. Alors on écrit 0,5. On n'oublie pas que Python, bien évidemment, comme tous les langages informatiques, parle en fait anglais. Et donc ne pas mettre de virgule, mais bien un point. Parce que virgule, en fait, Python va prendre la virgule comme une indication que la variable W, en fait, elle contient un couple de valeurs. Deux valeurs en une seule variable, 0 et la valeur 5. Donc en fait, il faut bien mettre le point, puisqu'on est en anglais, en fait. 0.5, voilà, pour W0. Et à chaque boucle, on va calculer le W d'après. Donc W. Donc l'énoncé nous dit Wn plus 1 égale Wn carré plus Wn moins 1. Donc ici, W égale W carré. Alors puissance, quand on a... oui, ici, vous voyez, il m'embête.
parce qu'il dit il y a un problème, c'est pas V, voilà, c'est W, il a raison. Alors quand on a une puissance entière, comme là par exemple puissance 2, en Python on peut utiliser étoile étoile. Alors l'étoile toute seule ça veut dire fois, et étoile étoile en fait ça veut dire puissance. Donc ici il y a écrit W puissance 2 plus W moins 1. Alors on peut laisser des espaces, voilà, pour un peu aérer. En vérité on pourrait coller tout ça, mais quand il y a des espaces c'est plus facile à lire pour quelqu'un qui reprend votre programme. Et donc là aussi on va afficher les 7 premiers termes de la suite W. Voilà, et c'est parti. Et à l'aide de la calculatrice Numworks, on constate que ce sont effectivement les bonnes valeurs. Voilà, ceci termine cet exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres sources, va checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.